Beaucoup des premiers soldats russes à franchir la frontière et à entrer en Ukraine en 2022 croyaient qu'ils étaient des héros, envoyés pour libérer le peuple d'un régime oppressif et violent. Ils pensaient que leur opération militaire spéciale serait terminée en quelques semaines, qu'ils seraient accueillis avec des acclamations et des fleurs, et qu'ils seraient de retour chez eux, auprès de leurs familles en un rien de temps. Ils ont vite compris à quel point ils s'étaient trompés. Aujourd'hui, des années plus tard, après plus d'1 million de camarades tués ou blessés, les soldats russes en première ligne comprennent enfin l'horreur de cette guerre. Et il ne s'agit plus seulement des soldats ukrainiens, des drones et des missiles dont ils doivent se méfier, car un nouvel ennemi émerge, un ennemi au sein même des rangs russes. Rendus presque fous par l'inutilité de cette guerre et leurs conditions de vie atroces, les soldats russes finissent par se retourner les uns contre les autres. Cela a été confirmé par l'un d'entre eux qui a survécu pour raconter l'histoire. Il s'appelle Daniel. Il a 24 ans et il a récemment accordé une interview vraiment stupéfiante au journal russe indépendant Novaya Gazeta. Dans cette interview, Daniel a relaté l'histoire bouleversante de ces 2 mois dans une unité d'assaut d'infanterie russe. Il a raconté comment lui et ses camarades étaient traités par leur commandant comme de la chair à canon et ne recevaient qu'à peine assez de provisions pour survivre quelques jours en première ligne, jusqu'à ce qu'un petit groupe perde la raison et commence à s'entretuer. Voici son histoire. Daniel est né et a grandi dans la région montagneuse de Transbaïkalie, en Sibérie orientale. Il a eu une enfance difficile. Son père est parti quand Daniel avait 12 ans, et il a fini par consommer de la drogue, entraînant plusieurs arrestations et peines avec sursis. Malgré cela, il a réussi à terminer l'école locale, puis il est allé dans une école technique ferroviaire, dont il est sorti diplômé, avant de poursuivre une carrière dans le secteur des transports. En 2022, au début de la guerre, il ne voulait pas rejoindre l'armée. Il avait un emploi stable, travaillant à la construction de nouvelles lignes de chemin de fer, et gagnant environ 80 000 roubles, soit 1100 $ par mois, ce qui peut ne pas sembler beaucoup du point de vue occidental. Mais c'est un salaire correct pour les régions rurales de la Russie. Mais la situation a empiré dans les années suivantes. Daniel affirme qu'il a été piégé, et qu'il allait être arrêté pour trafic de drogue, ce qu'il nie. Il a choisi de fuir à Saint-Pétersbourg, à près de 5000 km de son travail à Irkoutsk, à l'autre bout de la Russie. Là-bas, des amis lui ont conseillé de rejoindre l'armée russe. Ne voyant que peu d'autres options s'offrir à lui à ce moment-là, il s'est rendu à Belgorod et a signé son contrat, plaçant officiellement sa vie entre les mains de la machine de guerre du Kremlin. Son service a commencé en août 2025, et il a d'abord été affecté au 60e régiment d'artillerie automotrice. Il faisait donc partie des chanceux. S'engager dans l'armée russe aujourd'hui, c'est jouer à la roulette russe. Si vous avez de la chance, vous êtes affecté à une équipe de drones ou à une unité d'artillerie, ce qui vous donne au moins une chance de survie, car cela vous permet de servir à une distance raisonnable des lignes de front. Si vous n'avez pas de chance, vous intégrez une escouade d'assaut en première ligne, avec une espérance de vie d'1 à 2 semaines. Affecté à l'artillerie, Daniel n'a pas eu de formation de base, mais a été traité en stagiaire les 6 premières semaines de son service. Il vivait, mangeait et dormait avec ses camarades, avec qui il a noué des amitiés. Pendant un certain temps, sa vie était relativement confortable. Ses tâches étaient surtout de surveiller et nettoyer les douilles d'obus. Il était stationné près de Belgorod, en Russie, donc relativement à l'abri des drones ou frappes de missiles. Il a raconté à l'intervieweur que lui et ses camarades artilleurs préparaient de bons repas pour eux-mêmes, ou mettaient en commun leur argent pour commander de la nourriture livrée par des chauffeurs de taxis locaux. Finalement, cependant, les choses ont de nouveau empiré. Daniel s'est querellé avec son officier, l'accusant de menaces et d'abus verbaux. Il a contacté un supérieur sur Telegram pour exiger d'être muté dans une autre équipe. Il ne s'est pas rendu compte à ce moment-là que cela allait s'avérer être une erreur presque fatale. Daniel pensait être transféré dans une autre unité d'artillerie. Au lieu de cela, Daniel a été réaffecté à un régiment d'infanterie et envoyé directement sur la ligne de front. Se retrouver dans le 82e régiment d'infanterie était effrayant. Tout le monde en parlait comme d'un endroit où l'on envoyait les gens, soi-disant comme punition. Si tu ne suivais pas les ordres, si tu n'obéissais pas, on te disait « Fais attention, tu vas aller au 82e régiment, à Vovchansk ». C'est exactement là que Daniel a fini. Vovchansk est situé en Ukraine, près de la frontière russe, dans la région de Kharkiv. Ce n'est pas une zone qui apparaît souvent dans les rapports militaires ou les gros titres, mais c'est une zone où les forces russes sont présentes, et ont réussi à capturer une petite parcelle de terrain, avec plusieurs unités ukrainiennes également présentes dans la région, faisant tout leur possible pour empêcher de nouvelles avancées.
Daniel passera exactement 2 mois dans cette zone, du 17 février au 17 avril. Il a décrit ces 2 mois les plus dramatiques de sa vie, lors de son interview avec la Novaya Gazeta. Il a commencé par expliquer comment il avait été emmené à un point de déploiement, avec plusieurs autres soldats, qui avaient également été transférés. Certains avaient été envoyés au front à cause de différends, ou de leur mauvaise conduite. Il a expliqué par exemple qu'un soldat avait insulté un officier, et qu'un autre avait poignardé un camarade à la jambe durant une bagarre. Il a souligné qu'un membre du groupe, probablement ouzbek et non russe, avait reçu la promesse d'un passeport russe après 1 an de service. C'est une astuce courante que les recruteurs russes utilisent pour faire pression sur les minorités ethniques, en particulier celles originaires d'Asie centrale, afin de les pousser à rejoindre l'armée. En réalité, la grande majorité mourra sur la ligne de front, et n'aura jamais l'espoir d'obtenir le passeport qui lui avait été promis. Le groupe a été conduit en classe pour remplir des formulaires. Ils sont restés environ 1 semaine et demie sous surveillance constante pour éviter toute fuite. Soudain, sans avertissement, lui et d'autres soldats ont reçu l'ordre de partir sur le champ. Personne ne mentionne l'attaque. Toutes mes affaires arrivées avec l'artillerie, vêtements et sacs de couchage sont restées là-bas et ont sûrement déjà été déballées. On lui a donné un sac à dos avec des fournitures de base, jumelé à un soldat, un homme d'environ 55 ans, que Daniel appelait grand-père, puis transporté en quad jusqu'à son premier point de largage en première ligne, sous surveillance. Aucune préparation ni briefing de mission. Il ignorait sa destination, sa mission, et ne pouvait qu'imaginer les dangers à affronter. Il a vite compris qu'il n'avait pas d'autre choix que d'obéir. Il explique que lui et ses camarades ont reçu l'ordre de traverser une rivière pour rejoindre des structures en face. Pendant la traversée, il a été témoin de la brutalité dont pouvaient faire preuve les gardes et les commandants russes. Nous aidions un homme blessé à traverser quand le garde a crié « Si tu n'avances pas, je te pousserai et tu te noieras ». Il a aussi mentionné qu'un autre soldat avait été menacé de recevoir une balle dans les genoux pour avoir refusé d'avancer. L'intervieweur lui a demandé pourquoi il n'avait pas tenté de fuir, de tirer sur le garde ou de faire demi-tour, sachant qu'il allait sûrement mourir. Il a expliqué que cela n'avait jamais été une option pour lui, trop préoccupé par les drones ennemis et sa survie pour envisager une désertion. Peu après la traversée, les gardes l'ont laissé, laissant Daniel et le grand-père finir seuls la mission. C'est alors que tout a basculé. Petite parenthèse, beaucoup d'autres arrivent. Si vous aimez The Military Show, pensez à vous abonner. En avançant vers leur objectif, Daniel et grand-père ont entendu le bourdonnement des drones ukrainiens au-dessus d'eux. Ils se sont couverts de couvertures anti-drones, espérant échapper aux drones. Daniel explique « Nous marchions la nuit sous ces couvertures, puis nous avons entendu quelque chose au-dessus. Un Mavic ou une Baba Yaga. J'ai dit à la radio avoir cru voir une Baba Yaga. On m'a répondu « Reste tranquille ». Nous étions assis sous les arbres, presque côte à côte, quand quelque chose a frappé grand-père, lui arrachant un membre. Ça a d'exploser fort, et j'ai reçu un éclat dans la jambe. Après cela, craignant pour sa vie, Daniel s'est enfui, laissant grand-père à son sort. À partir de là, il est passé d'un abri à l'autre, croisant souvent d'autres soldats russes en chemin, seuls ou en petits groupes. Plusieurs, privés de compagnons ou de provisions, se sont regroupés et ont partagé leurs ressources. Daniel a également expliqué comment fonctionne le ravitaillement sur la ligne de front, en précisant qu'on les envoie avec seulement quelques bouteilles d'eau et quelques chargeurs de munitions, qui peuvent s'épuiser très rapidement. S'ils ont besoin de quelque chose, ils peuvent le demander par radio, mais ils n'obtiennent pas toujours ce qu'ils veulent, et doivent parfois attendre un certain temps avant de recevoir quoi que ce soit. Les Russes livrent le matériel avec des drones FPV reconvertis. Au lieu d'ogives, ils transportent des bouteilles d'eau et de la bouillie, envoyées en première ligne, et s'écrasent, dispersant les provisions partout. Si les soldats russes en première ligne survivent ainsi, il n'est pas surprenant que beaucoup meurent en quelques jours. Non seulement ils reçoivent presque aucune formation, un équipement minimal et pratiquement aucune instruction sur ce qu'ils doivent faire ou comment se défendre, mais on les oblige aussi à dépendre de l'un des systèmes de ravitaillement les plus peu fiables et inefficaces de l'histoire militaire moderne. Après un moment, Daniel et son groupe ont reçu l'adresse d'une maison à investir. Encore une fois, ils n'avaient aucune idée de pourquoi cette maison était importante ou de ce qui les attendait à l'intérieur. Ils devaient simplement s'y rendre et espérer que tout se passe bien. C'était effrayant. Tu ignorais où et pourquoi tu allais. Le groupe est entré à l'intérieur et a découvert que le bâtiment était vide. Ne sachant pas combien de temps ils devraient rester là, jusqu'à ce qu'ils reçoivent leurs prochains ordres, ils ont fouillé pour trouver des provisions et ont essayé de rendre leur nouveau foyer temporaire un peu plus confortable. À ce stade, Daniel faisait partie d'un groupe de 6 soldats. Les autres s'appelaient Senya, Kit, Shmel, Shah et Emilia.
Il a expliqué que, bien que certains membres du groupe soient relativement calmes, il y avait parmi eux quelques fortes têtes. Cha se vantait d'avoir été dans le groupe Wagner et affirmait ne craindre personne grâce à son expérience. Senya prétendait aussi avoir tué plus de 150 personnes. Sous forte pression, ses égos allaient bientôt s'affronter. C'est là que l'histoire devient très sombre. Daniel, 24 ans, raconte que le groupe a trouvé une grande bouteille de vin maison. Certains ont choisi de se saouler, de mettre de la musique et de crier, risquant la vie de tous. Emilia, frustrée, a demandé aux autres de faire moins de bruit. Cha a répliqué, et, selon Daniel, il a crié n'avoir peur de rien, puis a tiré avec sa mitrailleuse sur les murs par la fenêtre. Craignant pour sa vie, Daniel a quitté le bâtiment à ce moment-là, et est allé dans une autre habitation, accompagné de Kit et Shmel, laissant les 3 autres derrière eux, mais il continuait à entendre les bruits de tirs provenant de l'intérieur de la première maison. Peu après, Senya et Cha ont rejoint les autres, où une nouvelle dispute a éclaté et s'est finie de façon choquante quand Senya a tué Cha. Il a ensuite expliqué que Cha aurait tué Emilia dans la première maison, alors Senya a décidé de l'éliminer en représailles. Tout à coup, un groupe de 6 personnes s'est retrouvé réduit à seulement 4. Et ce n'était pas parce qu'ils étaient tombés sur une escouade de soldats ukrainiens, ou qu'ils étaient entrés dans une zone piégée. En réalité, ils étaient relativement en sécurité ensemble et semblaient avoir juste assez de provisions pour continuer pendant qu'ils planifiaient la suite. Pourtant, leur incapacité à simplement coexister les uns avec les autres les a forcés à prendre les mesures les plus radicales. La violence ne s'est pas arrêtée là. Daniel explique que les soldats restants ont passé quelques semaines dans un immeuble voisin, jusqu'à ce que, un soir, Senya et Kit recommencent à boire. Daniel ignore ce qui s'est passé ce soir-là car il dormait, mais à son réveil, il a entendu des tirs et a vu que Senya avait tiré sur Kit à la jambe. Heureusement pour Kit, ce n'était pas mortel. Une fois calmé, Senya a aidé à panser son camarade et a ramené le groupe à une sorte de routine normale. Chercher de la nourriture, courir dans l'obscurité et explorer les sous-sols à la recherche de tout ce qu'ils pouvaient y trouver. Puis Senya a de nouveau perdu la tête. Daniel a expliqué qu'il avait commencé à se plaindre que Kit ne faisait pas sa part, refusait de ramasser de la neige pour que l'équipe puisse la faire fondre en eau, et n'aidait pas non plus à la préparation des repas. Ces plaintes pouvaient être légitimes, mais ne justifiant pas la peine de mort. Senya pensait clairement différemment. Une nuit, ivre après avoir bu tout le vin trouvé, Senya a tiré sur Kit et l'a tué, alors que, selon Daniel, Kit suppliait pour sa vie. Pour aggraver les choses, Senya a même essayé de forcer Shmel à exécuter Kit à sa place, s'imposant comme la présence dominante dans ce qui restait de la meute. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Après avoir tué au moins 2 camarades de sang-froid, Senya semblait croire contrôler Daniel et Shmel. Daniel a ensuite expliqué que les 3 Russes ont encore passé quelques semaines ensemble avant que Senya ne redevienne agressif. Et puis Senya a commencé à nous accuser, disant que nous ne valions rien, que nous étions indignes, que nous avions peur de tout. Il a commencé à délirer, disant qu'il fallait prendre des armes, s'emparer de maisons et chercher d'autres personnes. Il disait que si on ne les tuait pas, ils allaient nous tuer. Il n'arrêtait pas d'en parler. Daniel a répondu que le trio avait assez de nourriture et qu'il fallait juste rester dans la maison en attendant les renforts ou la relève. Mais ces paroles n'apaisaient pas Senya, qui de plus en plus en colère pointait son arme sur les 2 autres et les menaçait de mort. Il buvait toujours excessivement et tirait sur les murs en étant ivre. Daniel et Shmel ont finalement tiré la seule conclusion possible. Il s'est donc avéré que nous devions tuer Senya. Ils n'avaient pas d'autre choix après avoir vu cet homme, censé être des leurs, massacrer d'autres soldats russes sans raison. Ils savaient que ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne leur fassent la même chose. Pour eux, la seule option était de tuer ou d'être tué. Une nuit, alors que Senya dormait, Daniel lui a tiré dessus. Ensuite, le duo a déplacé le corps de Senya dans une autre pièce et s'est barricadé au sous-sol, où il est resté calmement plusieurs semaines encore. Il disposait d'une radio, de quelques vivres et ne sortait que pour récupérer des colis de ravitaillement. Ils ont récupéré des batteries de drones et fabriqué un chargeur pour leur radio. Ils ignoraient la durée de leur attente et la suite des événements, mais au moins, ils n'avaient plus à craindre d'être abattus par l'un des leurs sous l'effet de l'alcool. Peu après, un groupe ukrainien est arrivé et a pris d'assaut la maison. Daniel et Shmel voulaient se rendre, mais, craignant d'être tués, sont restés silencieux. Les Ukrainiens partis, les 2 Russes, ont survécu tant bien que mal, mais leurs provisions diminuaient. Daniel a dit que pendant leur dernière semaine, ils ont peu mangé, car beaucoup de colis ont été interceptés. Ils ont dû boire de l'eau de pluie, et Daniel a écrit ce qu'il pensait être son dernier message à sa petite amie, disant qu'il ne sortirait probablement pas vivant.
Finalement, les Ukrainiens sont revenus, ont incendié la maison et forcé les Russes Moïse à sortir à cause de la fumée. Ceux-ci se sont aussitôt rendus et ont été faits prisonniers. C'est une histoire incroyable, mais elle reflète bien l'état actuel de l'armée russe. Avant d'être envoyés au front, ces soldats savent que leurs jours sont comptés. Ils savent qu'ils seront jetés dans le feu par des commandants sans respect pour leur vie, et même les plus sains auraient du mal à comprendre et à s'adapter à une telle réalité. Voilà pourquoi tant de soldats agissent de façon si extrême. Certains se rebellent contre leur chef et essaient de fuir bravement. Certains tentent des évasions risquées. D'autres subissent la torture ou donnent tout leur argent à des officiers pour survivre un peu plus longtemps. Et certains, comme Senia, perdent tout simplement le sens du bien et du mal qu'ils pouvaient avoir autrefois, se retournant contre leurs camarades soldats sans la moindre hésitation. Une telle armée n'a aucune chance de gagner une guerre. Il n'est donc pas étonnant que le Kremlin devienne de plus en plus désespéré, allant même jusqu'à se tourner vers les talibans pour obtenir du soutien, ce que vous pouvez découvrir plus en détail dans cette vidéo. L'Ukraine exploite son avantage en attaquant en profondeur les lignes d'approvisionnement russes pour couper le corridor terrestre vers la Crimée, comme expliqué dans cette vidéo. Pour plus d'analyses et de vidéos militaires, abonnez-vous à The Military Show. Merci de regarder.